Bonjour tout le monde, on se retrouve après cette phase de poule de l'Euro pour parler de la phase de poule où on a vu quand même pas mal de choses très intéressantes. Est-ce que tous nos paris se sont révélés justes? Pas du tout. La plupart, mais pas tous évidemment. On pense notamment aux deux grosses déceptions que sont la Turquie et la Pologne, qui sont pour moi les deux plus grosses déceptions de l'Euro. On a vu de très belles équipes, on voyait pas l'Italie aussi forte. La plupart des grosses équipes ont tenu leur rang. Bref, peu de surprises, mais en tout cas des petites équipes qui se sont vaillamment battues. Quelques grosses déceptions en termes de jeu, comme par exemple la Suède. Mais bon, on va pas tout refaire. Le bilan, on l'a déjà fait dans l'émission Déo et Débat sur Twitch. D'ailleurs, les liens sont dans la description de ma chaîne Twitch et de la chaîne de Dark Bichon, là où se passe l'émission Déo et Débat, où toutes les semaines on débrief de football et donc en ce moment de l'Euro. Et vous avez la parole d'ailleurs. Mais en tout cas, on est ici pour faire notre équipe type de ces premiers matchs de cette phase de poule de l'Euro. Alors, gardez à l'esprit, c'est mon équipe type. Vous n'aurez pas forcément les mêmes choix. Et il y a des joueurs sur lesquels moi-même j'ai hésité, tellement il y a des postes où c'est difficile de départager certains joueurs. En tout cas, ce sont mes choix, mais évidemment d'autres possibilités sont envisageables. Et on va commencer tout de suite. Le poste de gardien, c'est difficile parce que, voilà, que faire de Donnarumma qui a eu que 2 arrêts sur une seule action à faire en 3 matchs? Est-ce que vraiment on peut le mettre dans les tops? Oui, dans les tops, oui. Après, comme gardien, non, on va plutôt élire un gardien qui a eu quelque chose à faire. Donc, on pourrait évidemment nommer Donnarumma, on pourrait nommer Olsen, le gardien suédois, on pourrait également nommer Jan Sommer, le gardien suisse. Celui que j'ai élu, c'est Radeski, le gardien finlandais. Une Finlande qui a encaissé très peu de buts. C'est-à-dire 3 sur 3 matchs, alors qu'ils avaient un groupe compliqué avec le Danemark, la Belgique et la Russie, c'est un peu moins compliqué, mais bref. Cette Finlande dont c'était le premier Euro, qui n'encaissait que 3 buts, qui a fait un clean sheet. Il a fait 14 arrêts, c'est beaucoup. Le record est à 18, mais c'est le gardien turc qui en même temps a encaissé 8 buts. C'était dur de les lire. Il a fait 14 arrêts, il n'a encaissé que 3 buts, dont plusieurs parades que je vous montre ici. Donc il y a cette parade contre la Russie justement, où l'attaquant Kouzaïev est à l'entrée de surface, il a totalement le temps d'ajuster son tir, il place un plat du pied que Radecki sort avec une magnifique détente alors qu'il vient de ce côté-là. Je vous montre le plan large, il fait une magnifique allongée alors que le joueur russe avait bien pu ajuster son tir. À vitesse réelle, c'est splendide. Il y a également cette situation-là contre la Belgique où Jérémy Doku va pouvoir tenter une frappe où Radeski est totalement masqué par son défenseur. Et mine de rien, même si la balle arrive assez vite, il nous sort la balle d'une magnifique allongée. Bravo Radeski. Il y a aussi cet arrêt-là, encore contre la Belgique, où Eden Hazard ajuste à bout portant le gardien finlandais qui a juste le temps de se coucher et de la sortir de la main. Bref, Radeski très fort, il a même arrêté un penalty contre le Danemark en plus de tout ça. Pour moi, c'est mon gardien de cette phase de poule. En défense centrale, j'ai choisi Bonucci. C'est normal, je pense, de récompenser cette défense italienne qui a encaissé 0 but en 3 matchs. Et comme on l'a dit juste avant, c'est pas forcément grâce à un gardien qui a été monumental. Il n'a pas eu grand chose à faire. Donc ça paraît normal de mettre au moins un des centraux de cette équipe d'Italie. J'ai préféré Bonucci parce que je l'ai trouvé plus intéressant dans son jeu long, même si Chiellini a été très bon, il a placé une tête qui aurait pu faire mouche contre la Turquie. Mais Bonucci était non seulement le patron de la défense, d'ailleurs la seule occasion que l'Italie concède, il est à sa place, mais c'est son latéral qui le gêne et qui du coup l'empêche vraiment d'intervenir, et le latéral qui ne décale pas. Mais Bonucci était là. C'est le patron de cette défense qui a encaissé 0 but en 3 matchs. Certes, l'opposition était faible, mais tout de même. Et surtout, il est aussi intéressant dans son jeu long, comme je vous le montre maintenant, notamment. Alors, il y a plusieurs exemples, hein, mais ils ont cassé des lignes, les centraux de l'Italie, avec un jeu de passe très correct. Et là, le jeu long de Bonucci qui a vu l'appel et qui arrive à mettre une transversale très verticale en direction de son offensif. Bref, c'est très précis. Donc c'est un dépassement de fonction que j'aime souligner.
Donc grosse défense et en même temps un jeu de passe très correct avec notamment ce jeu long mais également un jeu court en direction des milieux italiens pour casser des lignes très très correct. Bonucci dans mon équipe type. À ses côtés, j'ai nommé, roulement de tambour, De Vrij, le central néerlandais, donc une équipe néerlandaise qui pareil n'a pas été beaucoup mis en danger mais qui a tenu son rang, qui a encaissé très peu de buts. Et au final, c'est entre guillemets le patron par défaut en l'absence de Van Dijk. D'Elite n'a joué que 2 matchs, il est revenu un peu plus tard. Mais De Vrij a joué les 3, il a été très très bon. Stéphane De Vrij, le défenseur de l'Inter. On peut voir notamment quelques actions où on voit notamment sa lecture défensive, notamment sur ce match contre l'Autriche. Là où il y a un appel où l'attaquant pourrait passer devant, il lit très bien la trajectoire, il arrive à repousser. Il est présent également dans le jeu offensif, on peut le voir ici, débordé en position quasiment d'ailier. Également une tête qui aurait pu faire mouche sans un bon placement du gardien macédonien ici. Stéphane De Vrij est mon deuxième choix en défense. Il y aurait pu avoir d'autres noms, hein, évidemment. On pourrait mettre notamment Chiellini, on pourrait complètement mettre Chiellini avec lui. Après, c'est difficile de trouver des centraux qui ont fait 3 bons matchs. Par exemple, on pourrait citer Varane, mais Varane, mine de rien, n'a pas été parfait contre le Portugal et la Hongrie. Pour moi, ces 2 centraux-là ont fait 3 bons matchs et ça suffit pour les avoir dans l'équipe type. À gauche, nous avons Robin Gosens. Je crois qu'il y a peu de suspense tellement il a brillé sur cette phase de poule. C'est peut-être le joueur qui a le plus brillé, un de ceux qui a déclenché son mercato grâce à cette phase de poule. On aurait pu quand même citer Spinazzola de l'équipe d'Italie, mais pour moi Gosens a été clairement incroyable sur cette phase de poule. C'est l'Allemand qui a tiré son épingle du jeu malgré un niveau de jeu assez moyen de cette Mannschaft. C'est un piston, alors certes c'est pas un pur latéral, c'est un piston, reproduit à merveille ce qu'il fait à l'Atalanta, ça se projette énormément, et en même temps, dans cette équipe qui a mine de rien encaissé 5 buts en 3 matchs, il est impliqué sur aucun des buts, ça vient rarement de son côté, même quasiment jamais de son côté si je me rappelle bien. Donc rarement pris à défaut défensivement, et offensivement, je vous montre quelques actions, voilà, notamment contre le Portugal qui est son match de référence. Là, voilà, il est à l'origine du premier but contre son camp avec cette magnifique reprise de volée qui va aboutir à un contre son camp de Ruben Dias. On a également le deuxième, un autre but allemand, je crois que c'est pas le deuxième, ça va être le troisième, je ne sais plus, en tout cas avec Gosens qui a la présence d'esprit de voir Havertz et d'arriver à adresser un centre splendide que Havertz pourra reprendre et propulser dans le but. Il y rate son petit but marqué également, donc là c'est le 4e but allemand pour le 4-1 avec Kimmich qui l'a vu, une énorme projection offensive de Gosens qui est devant marquage portugais et qui pourra smatcher une tête dans les buts de Rui Patricio sans vraiment être inquiété. Là avec la perspective on le voit pas mais il est vraiment seul. Également contre l'équipe de France, parce que ce serait injuste de le mettre dans l'équipe type pour seulement un match. Donc également contre l'équipe de France, là où il aurait pu adresser une passe D ici, si Gnabry avait réussi sa reprise de volée, qui n'était pas très compliqué, mais il l'a loupé. C'était suite à un très joli centre de Robin Gosens, qui a été quand même assez en vue, hein, malgré une prestation allemande un peu indigente. Robin Gosens a quand même tiré son épingle du jeu. Donc légitimement, la place de latéral gauche dans mon équipe type, c'est Robin Gosens. Pour le poste de latéral droit, alors là j'ai hésité très longtemps, c'est peut-être même le poste où j'ai le plus hésité parce qu'il y a 2 candidats qui méritent totalement d'y être tous les deux. Donc il n'y aura pas Dumfries des Pays-Bas, même s'il aurait largement mérité. Il a fait une phase de poule incroyable, Dumfries, avec il me semble 2 buts, plusieurs occasions. Enfin, après honnêtement il y a certaines de ces occasions qu'il doit mettre dedans. Il est ultra intéressant, Dumfries. Après, j'attends de voir contre une vraie équipe offensive, voir si défensivement il tient le coup. Parce que pour l'instant, on l'a pas vraiment testé. C'est peut-être ça qui a guidé mon choix vers le deuxième. Mon deuxième choix, c'est Joachim Mæhle, le latéral droit danois.
Ça et le fait que je voulais au moins avoir un Danois dans cette équipe type, tellement cette équipe m'a séduite sur cette phase de poule. Ultra intéressant, déjà défensivement avec 18 ballons récupérés, c'est énorme. Et en même temps, offensivement, il est très intéressant, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment cet axe. On peut voir justement Melle, donc ici, éliminer son vis-à-vis, déjà en position très haute, éliminer son vis-à-vis, éliminer un deuxième vis-à-vis et tenter d'aller frapper. Malheureusement, il n'aura pas la possibilité. Mais voilà, ça montre la projection offensive de Melle, mine de rien, Melle qui sera accrédité d'un but également, donc vraiment un bilan pas ridicule par rapport à Dumfries non plus, mais sa polyvalence, apport offensif, présence défensive, m'a plus séduit. En plus lui il a prouvé contre une grosse équipe, notamment cette Belgique que le Danemark a humilié pendant une mi-temps. Donc il mérite pour moi sa place à de latéral droit, et on remarque également, ça c'est un hasard que j'ai remarqué après, là, il n'a pas sa carte de l'Atalanta parce qu'il a été transféré en janvier, mais que c'est les deux pistons de l'Atalanta qui sont dans mon équipe type, Gosens et Melle à gauche. Il n'y a pas vraiment de hasard quand on voit la saison de l'Atalanta. Pour les milieux, on attaque les milieux avec un joueur pareil. J'ai un peu hésité, mine de rien, je me suis décidé sur des critères que vous trouverez peut-être pas forcément objectifs, mais j'ai voulu mettre un milieu italien, mais alors que mettre entre Barella, Locatelli, Jorginho? Cette équipe a plus l'air d'être séduisante en bloc que par individualité, donc c'est très dur de détacher quelqu'un. Mais mine de rien, j'ai détaché une personne qui a joué les 3 matchs, peut-être même la seule personne du milieu qui a joué les 3 matchs, c'est Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Pourquoi Jorginho plutôt que Barella Locatelli? Déjà parce que les deux n'ont joué que 2 matchs. Mancini adore faire tourner, de par son passé de joueur, il a été traumatisé par cette Coupe du Monde 90 qu'il a passé entièrement sur le banc, donc du coup en tant que sélectionneur il fait tourner énormément. Et donc Barella Locatelli n'ont joué que 2 matchs. Je trouve que Jorginho, voilà, c'est un peu l'âme de cette équipe. De cette équipe d'Italie, je voudrais justement mettre en exergue le fait que ce soit un bloc, et le lion de ce bloc c'est Jorginho. Il fait le lien, c'est la pointe basse de ce trident au milieu de l'équipe d'Italie. Donc il fait le lien entre les défenseurs et le milieu. Il descend beaucoup, c'est le maestro, c'est un peu le chef d'orchestre de cette équipe d'Italie. D'ailleurs, c'est le seul milieu que Mancini n'a pas fait tourner, il a joué les 3 matchs. Jorginho, vraiment c'est le lien, c'est le ciment de ce mur italien, de ce bloc italien. Donc certes c'est un travail de l'ombre, et c'est même pour ça qu'on n'a pas d'image de Jorginho, parce qu'il a fait un travail de l'ombre. Il n'a pas marqué de but ou fait de passes impressionnantes, mais vraiment c'est un travail de l'ombre que je tenais à mettre en lumière pour le coup, celui de Jorginho, le ciment de cette équipe d'Italie qui a impressionné toute l'Europe du football. En revanche, pour l'autre poste au milieu de terrain, plutôt axé milieu central, milieu défensif, on a quelqu'un pour qui on a beaucoup d'images, parce qu'il s'est illustré offensivement, c'est Paul Pogba, le milieu de terrain français qui, je pense, mérite sa place dans cette équipe type. J'estime que le fait que je sois français et supporter l'équipe de France n'a pas trop joué là-dedans, tant il a fait 2 matchs contre l'Allemagne et le Portugal assez brillants. Contre l'Allemagne, il a fait un match absolument complet, incroyable, avec notamment cette passe quasi décisive qu'on verra juste après, et cette présence défensive où il a ratissé énormément de ballons. Il a fait un match monumental contre le Portugal, moins défensivement, où on l'a vu pris à défaut de temps en temps. Il a un peu laissé N'Golo Kanté faire le travail, et il était un peu en retard sur certains milieux portugais. Rien de très grave, si ce n'est que par exemple, si vous regardez le deuxième but que met le Portugal, le penalty provoqué, au départ, ça vient de Paul Pogba qui est un peu en retard sur son milieu. Donc petit bémol là-dessus, mais il a tellement brillé sur le jeu offensif que c'est difficile quand même de ne pas le mettre dans le top. Vous allez me dire, il y a peut-être d'autres milieux qui auraient mérité, mais en même temps, quand vous avez un milieu en phase de poule qui brille contre l'Allemagne et le Portugal, je pense que ça mérite. On va notamment voir ces passes longues qui ont troué le bloc portugais. Ici, une passe pour un Mbappé qui part d'une phase défensive. On est dans la moitié de terrain française et tout le bloc portugais est devant lui. Il adresse une passe lumineuse à Mbappé qui part dans le dos de la défense.
et qui va complètement foirer son action, Mbappé. Donc c'est dommage, il aurait pu avoir une passe décisive, il aurait mérité d'avoir une passe décisive ici, Paul Pogba. On revoit le même type d'action un peu plus tard, ici, avec un Paul Pogba, cette fois-ci un peu plus haut sur le terrain, mais qui adresse un amour de passe en hauteur, un peu longue, certes un peu longue, mais ça oblige Semedo à faire une obstruction sur Mbappé et provoquer un penalty. Bon, on va pas revenir sur la polémique, y a-t-il penalty, y a-t-il pas penalty? Le penalty est généreux, certes, mais en tout cas, c'est cette passe de Paul Pogba qui le provoque. Donc, encore une fois, très joli jeu long de Pogba. Je pense que c'était la consigne de Deschamps d'ailleurs de jouer très long sur ce match. Et sur le but de Benzema, il est tellement loin qu'on voit même pas Benzema sur cette action. On le verra sur le check du hors-jeu plus tard. Mais voilà, encore une passe lumineuse. Encore, tout le bloc portugais, ou presque, est devant lui. Et il trouve un espace incroyable pour adresser une passe longue à Benzema avec un effet, un amour d'effet, qui va se terminer en but de Benzema. Et ici, on va voir donc la passe en entier avec... Honnêtement, regardez cette vision de jeu. Il a Renato Sanchez devant, et il a vu l'appel de Benzema, et il arrive à trouver cet espace-là avec la puissance et l'effet nécessaire pour que ça arrive dans des conditions parfaites. De cette position-là, c'est juste incroyable. Encore une fois, contre le Portugal... Ça, c'est un autre aspect que son jeu de passe. On va voir son dribble avec Palhinha ici qui doit aller s'acheter un rein. Avec le contrôle de la semelle, il va se l'avancer et se trouver un espace de frappe où Palhinha va être complètement largué. Il faudra une parade monumentale de Rui Patricio pour empêcher le but. Donc encore une fois, on voit deux aspects complémentaires du jeu de Paul Pogba. C'est sa capacité à éliminer et sa qualité de frappe, en plus de sa qualité de passe. Et contre l'Allemagne également, vite fait, tout le monde, ça a fait le tour, donc on va passer très vite fait, mais un amour de passe d'extérieur. Il a vu Hernandez qui n'est même pas sur l'écran ici, mais il a vu Hernandez qui arrivait, et ça va donner ce but avec ce centre fort d'Hernandez, et Hummels qui va le mettre contre son camp. Voilà pour Paul Pogba. Pour les postes de milieu offensif, on a choisi le premier, je pense que ça n'étonnera personne au vu de ses stats et de son premier tour. C'est le néo-parisien Jorginho Wijnaldum, Wijnaldum, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, il mérite largement sa place. Ses stats sont incroyables. Il a récupéré 13 ballons pour un milieu qui a joué très offensif. Donc un milieu offensif qui a récupéré 13 ballons. Conséquence de ce pressing très haut d'ailleurs des Néerlandais. Et il a marqué 3 buts pour un milieu. C'est quand même de très bonnes stats. 3 buts en 3 matchs, 13 ballons récupérés, un apport dans le jeu phénoménal. On voit d'ailleurs ici une passe, il aurait même mérité une passe décisive ici, parce que cette passe-là qui lui arrive du côté de Depay, et il fait une petite déviation à l'aveugle qui est incroyable. En direction de Dumfries qui va gentiment foirer cet amour de passe D. Et on a également ici un de ses buts qu'il a marqué. C'est rarement des buts très spectaculaires, mais celui-ci est quand même pas évident à mettre. Il place un plat du pied en puissance en lucarne avec donc ces 3 buts, cet apport dans le jeu offensif, cet amour de passe qui aurait dû être décisive, Il est très bon dans les passes, il sait marquer, il sait récupérer des ballons. Voilà, c'est avec peut-être Depay la principale arme offensive des Pays-Bas. Donc à voir sur la suite du tournoi, mais ça va être très intéressant. Et puis bon, j'ai vite fait hésiter, et finalement non, je me suis rendu à l'évidence. Voilà, il a beau avoir joué un match et demi, il mérite largement sa place dans l'équipe type des poules. C'est le Belge Kevin De Bruyne. Voilà, tout le monde maintenant connaît Kevin De Bruyne. C'est peut-être c'est même carrément le meilleur milieu offensif de la planète. Voilà, pour moi, avec Kanté, c'est les 2 meilleurs milieux de la planète actuellement. Comment décrire Kevin De Bruyne? C'est le milieu offensif complet par excellence. Il sait littéralement tout faire. Il est monumental. On va regarder quelques-unes de ses actions parce qu'il a beau avoir joué qu'un match et demi, il a quand même énormément apporté à cette Belgique, notamment le réveil contre le Danemark où ils se sont fait humilier en première période. De Bruyne est rentré, ils ont gagné le match, ça se résume je pense à ça.
Tellement il a été incroyable, notamment sur ce match-là. Alors on va voir quelques-unes de ses actions, alors notamment ici, qui est sa passe décisive contre le Danemark, avec une course de Lukaku qu'on verra plus tard, peut-être, mais surtout... Ici, il peut frapper, je pense que beaucoup de joueurs auraient frappé d'ailleurs, mais il va faire une feinte de frappe qui va mettre les deux Danois dans le vent, et ensuite, il aurait pu refrapper à nouveau, mais non, il va adresser une passe à l'aveugle, ou quasiment à l'aveugle, dans un angle incroyable, qui va complètement mystifier Christensen et toute la défense danoise. C'est ce genre d'action dont est capable un joueur de classe mondiale. Ici, on voit le deuxième but belge contre le Danemark. Le ballon est ici, De Bruyne est en noir. Le ballon arrive, il se pose pas de questions. Il adresse, malgré la position, malgré le défenseur qui revient, une frappe à ras de terre d'une puissance. Bref, Schmeichel ne peut rien, Schmeichel est battu. Ensuite, ici sur le match contre la Finlande, il vient d'avoir la balle, il a fait juste un contrôle il y a une fraction de seconde, il va faire une passe du plat du pied qui va arriver à Lukaku et qui va marquer, même s'il y aura hors-jeu. Ici, autre situation, cette fois-ci il y aura but à la fin de l'action. Regardez la position de De Bruyne, quelles sont ses solutions? Honnêtement, n'importe quel milieu aurait soit foiré une passe devant, soit serait repassé par derrière, face à ce bloc finlandais de 8 joueurs. 8 joueurs quasiment autour de... Voilà. C'est les 5 défenseurs et les 3 milieux. Il va faire un extérieur du pied splendide qui va arriver sur Lukaku. Dites-vous que, voilà, que dans cette situation-là, De Bruyne a fait une passe décisive. Bref, Kevin De Bruyne, je pense que personne me disputera, malgré le fait qu'il ait joué qu'un match et demi, sa place dans l'équipe type. Bon, peu de suspense vu qu'on en a parlé à l'instant, mais Lukaku est le premier de mes 2 buteurs que j'ai mis dans l'équipe type. Encore une fois, je pense que c'est une surprise pour personne, tellement il a dominé ce début d'Euro. C'est le profil d'attaquant complet. Il a vraiment step up depuis 2018. Il a vraiment progressé à l'Inter et en sélection. Donc on va voir quelques-unes de ses actions, avec notamment ici contre le Danemark, ce qui amène à l'action de De Bruyne qu'on a vu tout à l'heure avec la passe à l'aveugle. C'est cette prise de balle de Lukaku. Alors quand on mesure quasiment 1m90 et un bon paquet de kilos, il est très massif, on s'attend à ce qu'il soit un peu lent, pas du tout. Lukaku, il va prendre de vitesse le défenseur, il va même mettre dans le vent ce défenseur-là qui était venu couper, et il va prendre toute la défense danoise de vitesse, il est très rapide, avant d'adresser une passe à De Bruyne à l'aveugle, encore une fois, et ensuite on a vu la suite de l'action. Donc voilà, ça fait partie de sa palette maintenant à Lukaku. C'est un joueur qui va très vite, qui est puissant et qui a une palette technique très honorable pour un attaquant, notamment avec cette passe à l'aveugle qu'on a vue. Ici, autre séquence. Ici, avec cette prise de balle quasiment sur la touche, et ben, il va réussir à dribbler son homologue danois en posant le pied sur le ballon en revenant. Ensuite, il va arriver face à un autre défenseur danois qu'il va également dribbler. Il a mis dans le vent les deux avant de réussir à faire la passe à Tielemans. Et la passe à Tielemans va aboutir ensuite à cette frappe de De Bruyne qu'on a vue quelques instants plus tôt. Donc à un but. Et il a, mine de rien, lui aussi marqué 3 buts. Qu'on a vu tout à l'heure, la passe de De Bruyne, je vous ai dit, il avait fait cet amour d'extérieur qui arrive avec Lukaku en pivot. On l'avait vu tout à l'heure, Lukaku en pivot contre la Finlande sur la passe de De Bruyne qui a finalement été refusée pour un hors-jeu. Et ben, cette fois-ci, il est dedans avec ce contrôle en pivot. Ensuite, il ajuste Radecki. En pivot, il est injouable. Dans la profondeur, il a une vitesse tout à fait honorable. Il est technique. Il ne manque rien à Lukaku. Il ne manque absolument rien à Lukaku. C'est un attaquant complet, comme on aimerait en voir plus. Il y en a très peu sur la planète des attaquants complets, mais Lukaku en fait partie. C'est une arme incroyable pour la Belgique sur cet Euro. De Bruyne, Lukaku, les deux peuvent faire tomber n'importe quelle équipe. Et on termine par le dernier buteur. Alors celui-là, oh là là, ça va déclencher une polémique, j'imagine. Mais pour moi, il mérite largement sa place.
avec 5 buts en 3 matchs. Rien que ça mériterait déjà. Bref, c'est Cristiano Ronaldo, 5 buts en 3 matchs. Ça serait n'importe quel autre joueur qui aurait ces stats-là, ça ferait aucune polémique. Là, comme c'est Ronaldo, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Ronaldo, 3 pénaltys, voilà. » 3 pénaltys, il faut quand même les mettre, 3 pénaltys. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pénaltys arrêtés sur cet Euro. Il les a mis les 3. Il a marqué quand même 2 buts en plus de ça. Il a mis une passe D, c'est-à-dire qu'il a impliqué sur 6 buts en 3 matchs pour son équipe. Ça mérite largement sa place dans l'équipe type, surtout qu'il était dans le groupe de la mort. Donc, il est impliqué sur 6 buts en 3 matchs contre 2 cadors. Dans le jeu, mine de rien, il est encore incroyable à 36 ans. Je vous montre notamment ce but-là qui m'a marqué donc contre l'Allemagne, où il dégage de la tête. Il y a un corner pour l'Allemagne, c'est lui qui dégage de la tête. Il dégage de la tête et ensuite, regardez, il commence son sprint ici. On le retrouve au milieu de terrain ici. Il continue, il fait un appel pour Bernardo Silva ici, dans la profondeur. Il ne sera pas servi. Logiquement d'ailleurs, parce que Jota était tout seul. Était tout seul. Mais mine de rien, il sera quand même à la conclusion de cette même action. C'est-à-dire que c'est lui qui au départ de l'action, il dégage de la tête, il fait un sprint sur littéralement tout le terrain, avec notamment un appel qui ne sera pas servi. Il continue, il fait un deuxième appel, il le marque. Enfin, voilà. Certes, il y a 3 penalties dans ces 5 buts, mais dans le jeu, il est incroyable encore, Cristiano Ronaldo. Il adresse même une passe décisive qu'on verra ici contre l'Allemagne, avec, franchement, à son âge, si vous êtes aussi souple, bravo. Il arrive, la balle paraît quasiment perdue, il arrive, il fait une espèce une passe en kung-fu à la Ibrahimovic, qui va finir au-dessus du gardien et qui va être propulsé dans le but par Jota. Bref, Cristiano Ronaldo mérite complètement sa place dans l'équipe type. Il est impliqué, comme je l'ai dit, sur 6 buts en 3 matchs, une passe D, 5 buts pour lui tout seul. Il a battu des records, mais bon, ça rentre pas en compte, mais c'est toujours bien de le rappeler. Bref, voilà mon équipe type pour le début de cet Euro. Radetzky, Bonucci, De Vrij, Melle, Gosens, Jorginho, Pogba, Wijnaldum, De Bruyne, Lukaku, Ronaldo... avec donc 2 Italiens, 2 Belges, un Français, un Danois, un Allemand et 2 Hollandais d'ailleurs, et un Finlandais. C'est discutable, hein, évidemment. Par exemple, on pourrait discuter de Patrick Schick en attaque, qui a quand même marqué 3 buts, dont le probable but de l'Euro. Dumfries à droite aurait pu être nommé. On aurait pu nommer plus d'Italiens, notamment peut-être Berardi, Locatelli, Barella, qui ont fait pour l'instant un Euro quasiment modèle. Spinazzola même à gauche. Voilà, c'est pas fixe. Il y a pas mal de joueurs qui auraient mérité de l'être, mais pour moi, c'est celle-ci, l'équipe type de cette phase allée de l'Euro. J'espère que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à donner votre équipe type dans les commentaires, ou me retrouver sur Twitch, ou les deux. Sur ce, bonne fin d'Euro. Ciao.